Bonsoir et bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mardi 20 avril. Voici les titres de cette édition. Emmanuel Macron avait fixé le cap pour ouvrir les lieux fermés à partir de la mi-mai. Une réouverture qui semble possible pour les terrasses des bars et restaurants, mais qui pourrait être territorialisée et se faire étape par étape. En attendant, les établissements vivent dans l'espoir d'un feu vert présidentiel. Reportage et invité Jean-Noël Barrot, député de la 2e circonscription des Yvelines. Dans ce contexte, ce n'est pas une surprise, le secteur du tourisme a particulièrement souffert en 2020 dans les Yvelines. C'est l'enseignement des derniers chiffres publiés à ce sujet par le conseil départemental. Moitié moins de séjours hôteliers et des sites touristiques presque désertés, le point à suivre. Et si vous deveniez candidat à l'élection présidentielle, ce jeu de société vous propose en tout cas de vous lancer dans une campagne électorale. La course à la présidence a été imaginée par un Guyan-Courtois. L'objectif, remporter le scrutin par tous les moyens. Et on parle également dans cette édition d'un autre scrutin à venir, la municipale partielle qui est au programme en mai à Chevreuse. Pour débuter, comme chaque mardi, les chiffres de la vaccination dans les Yvelines. Au 19 avril, 221 039 personnes ont reçu une première injection, 24 000 de plus par rapport au lundi 12 avril. La campagne se poursuit donc. Cette semaine, près de 32 000 rendez-vous sont pris dans les 16 centres de vaccination du département, dont un peu moins de 15 000 pour une seconde injection. La vaccination est ouverte désormais aux plus de 55 ans avec des créneaux réservés pour les professions prioritaires, et notamment les enseignants, les professionnels de la petite enfance, les policiers, les gendarmes ou encore les surveillants pénitentiaires. Mi-mai, début juin ou encore juillet, les dates de réouverture pour les bars et restaurants se précisent petit à petit. Le président de la République, en réunion avec quelques maires le 15 avril dernier, a laissé entendre que le 3e déconfinement se ferait par étapes. Une situation difficile pour certaines professions. Rencontre avec un restaurateur et le gérant d'un bar à Montigny-le-Bretonneux, c'est avec Mélanie Poquet. Des jeux qui n'attendent qu'à retrouver leurs passionnés. Au Manga Bar, les équipes patientent. Mais avec leur terrasse et une extension proposée par la mairie, l'humeur est plutôt au beau fixe. On n'est pas dépité. Maintenant, c'est vrai qu'on croit en notre bar et en notre clientèle. Ils sont là, ils sont présents, on les voit quand on vend des pizzas, on sait qu'ils vont être là à la réouverture. Maintenant, c'est vrai que pour nous, au niveau de la gestion, on est un petit peu, pas dépité, mais disons qu'on a perdu un an. Au niveau de la gestion, on a pris du retard, voire même 2 ans, puisqu'il va falloir 1 an pour pouvoir rattraper le retard de cette année. Les propriétaires ont mis les différents confinements à profit pour améliorer leurs cartes. Avant mars 2020, le Manga Bar réalisait un chiffre d'affaires mensuel de 50 000 €. À les voir s'activer en cuisine, on pourrait croire que tout a déjà repris, mais Damien Bouteloup et son équipe sont au fourneau pour les plats à emporter. 300 couverts sur 4 jours. Le chef Inimontin prend son mal en patience. Je pense que nous, on a assez subi. Voilà, maintenant, on continue notre job, satisfaire quand même les clients qui continuent à venir chez nous. Et puis, quand ça rouvrira, je pense que je serai le premier à 200%. Donc, voilà, on attend. On est dans l'attente. On a essayé de rénover un peu les cuisines. On en a profité aussi pour faire 2-3 travaux. Maintenant, on attend de voir ce qu'ils vont nous dire là assez rapidement. Pour le tablier aussi, la terrasse sera la première bouffée d'air frais. Le président de la République a fixé à mi-mai la date de réouverture. Et pour parler de ce sujet, invité de ce journal, Jean-Noël Barrot, député de la 2e circonscription des Yvelines, qui n'est pas encore parvenu à nous rejoindre. Il pourra le faire d'ici la fin de cette édition. En attendant la réouverture, des restaurateurs de Mantes-la-Jolie proposent tous les samedis de la vente à emporter à la place Saint-Maclou, et ce depuis le 27 mars dernier. La municipalité leur a prêté des chalets de Noël inutilisés pendant cette période. Le reportage d'Astrid Bergère, Justine Brasier et Joe Sacal. Le printemps est là et pourtant, place Saint-Maclou à Mantes-la-Jolie, les chalets de Noël sont sortis. Tous les samedis, depuis le 27 mars, des restaurateurs profitent de ces installations prêtées par la commune pour faire de la vente à emporter. On a encouragé ce projet parce qu'on a eu des demandes des restaurateurs qui nous ont proposé l'idée. Et on a trouvé que c'était une excellente idée que de permettre aux restaurateurs qui sont quand même durement touchés par la crise de pouvoir reprendre contact avec leurs clients en extérieur, en respectant évidemment les gestes sanitaires. Des restaurateurs différents sont présents chaque semaine, avec une carte légèrement différente de ce qu'ils proposent habituellement, mais la qualité, elle, reste de mise et les professionnels s'en réjouissent. C'est déjà un pas en avant qui recrée de l'enthousiasme et de la motivation et de l'espoir surtout de réouvrir assez rapidement. Aujourd'hui en plus on a un beau temps, donc on espère pouvoir au moins réouvrir bientôt les terrasses, puis à terme réouvrir normalement. Et les clients répondent présents et en demandent encore plus.
Le fait de voir le visuel, évidemment, hein, ça donne envie. Et puis ça m'a l'air bien bon parce que dans les autres endroits, c'est difficile de trouver des cupcakes. Je suis venue soutenir les restaurateurs locaux, enfin de Mantes. C'est très bien, mais je trouve qu'il manque de chalets. Ce serait bien qu'il y ait un peu plus de restaurateurs, surtout qu'on ne connaît pas tout le monde, donc qu'on puisse faire connaissance avec nos commerçants. Le village de restaurateurs sera ouvert tous les samedis de 11h à 14h pour le salé et de 11h à 16h pour le sucré, et ce, jusqu'à la réouverture des établissements. Et dans ce contexte, le bilan est sans surprise. La fréquentation touristique dans les Yvelines a été profondément touchée par la crise sanitaire. Près de 50% de baisse pour les séjours hôteliers et plus de 60% de visites en moins dans les sites touristiques. On fait le point avec Mélanie Poquet. Elle est considérée comme catastrophique dans les Yvelines. Dans le secteur de l'hôtellerie, la perte de chiffre d'affaires pour l'année 2020 est de 54% en moyenne. Les locations de vacances sont-elles relativement épargnées avec une baisse de 17%. Ce qui est très important de se dire, c'est qu'on s'est retrouvé avec une majorité de clients français, ce qui est plutôt pas mal, hein, mais la clientèle internationale, les seuls qui ont perduré un petit peu sont les Belges, hein, qui ont continué de venir. Une perte de visiteurs qui se ressent aussi dans les sites touristiques et culturels. Parmi les 10 lieux les plus visités en 2020, le château de Versailles, France Miniature et la Bergerie Nationale sont les plus touchés. On a fait des actions qui étaient très liées justement à la pandémie et avec par exemple les quartiers d'été, puisque les quartiers d'été, bien sûr, c'était tourné vers la jeunesse et vers les enfants des quartiers un petit peu en difficulté, mais ça a permis aussi à une trentaine de professionnels du tourisme d'accueillir des jeunes aidés par le département alors que les centres de loisirs étaient fermés. Les professionnels sont partagés pour un retour espéré à la normale entre 4 mois et 1 an. Le département va de son côté continuer à proposer le Pass Malin. Un nouveau site internet sera aussi proposé à la fin de l'année 2021 pour répondre aux nouvelles attentes des touristes. Et ça y est, Jean-Noël Barrot nous a rejoint par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le député de la 2e circonscription des Yvelines, vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, et j'ajoute que vous êtes également le secrétaire général du MODEM. On parle avec vous de cette attente autour de la réouverture des restaurants et bars, et on proposait tout à l'heure à nos téléspectateurs un sujet avec des restaurateurs, des gérants de bars qui ont un espoir pour cette réouverture. On a entendu de l'optimisme dans ce sujet, mais aussi malgré tout un peu de crainte et de fatigue et une certaine forme d'impatience de pouvoir rouvrir, surtout que chez certains des voisins européens de la France, les terrasses ont pu rouvrir. Est-ce que vous entendez qu'il y ait une certaine forme d'impatience, justement ? Ah oui, je comprends la lassitude et l'inquiétude, et je partage l'espoir qu'on puisse réouvrir le plus tôt possible pour que l'activité de ces cafés, de ces restaurants puisse reprendre, évidemment, mais aussi pour que toute la vie sociale dont ces cafés, ces restaurants sont le lieu central, puisse elle aussi reprendre, parce que nous ne saurions vivre ou continuer à vivre aussi éloignés les uns des autres que nous l'avons fait depuis ces derniers mois. D'autant qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de date officielle de réouverture, même si le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a précisé aux Échos que certaines terrasses pourraient rouvrir à la mi-mai, mais il y a tout de même un flou encore sur la date officielle, quelles régions aussi seront concernées, un petit flou tout de même autour de cette question. Vous avez vu la manière dont le virus et l'épidémie s'est comporté de manière totalement imprévisible depuis 1 an. Il y a 1 an, jour pour jour, nous étions confinés avec l'espoir que à la mi-mai, nous puissions retrouver une vie normale, et à la mi-mai, nous envisagions toutes et tous que l'été allait voir le retour à la normale, la fin définitive du virus, et nous voici 1 an plus tard confinés à nouveau. Donc il faut, dans cette matière sanitaire, faire preuve de la plus grande prudence et à la fois, évidemment, envisager un calendrier de réouverture. C'est un peu ce que le président de la République a fait la dernière fois qu'il s'est exprimé,
mais tout en étant extrêmement prudent de manière à ne pas créer de faux espoirs. Justement, de ce qui a filtré des échanges qu'a pu avoir Emmanuel Macron avec les maires et aussi les ministres, il y a un maître mot qui est ressorti, c'est la progressivité, réouverture de certaines terrasses et des musées à la mi-mai, à partir de la mi-mai, puis de nouvelles étapes toutes les 3 semaines avec, pourquoi pas, les lieux culturels, les salles, des bars et restaurants par exemple. Ça, c'est un impératif d'y aller étape par étape, de jauger à chaque fois avant d'ouvrir davantage. Oui, il faut être attentif. On est menacé par de nouveaux variants, y compris ceux qui nous viennent du Brésil, qui sont extrêmement contagieux, de plus en plus contagieux. Et donc, il faut que nous prenions le temps de faire les choses progressivement, de manière à ce que la vaccination, qui a beaucoup accéléré, puisse être pleinement déployée et que nous arrivions dans les premiers jours de l'été dans une situation où les choses peuvent réouvrir, les gens peuvent se retrouver, les familles peuvent se revoir et que la vie reprenne son cours. Autre stratégie qui pourrait être appliquée, c'est celle de la territorialisation en fonction des situations dans les régions, situations sanitaires, rouvrir certains lieux dans certaines, les laisser fermer dans d'autres, ce qui n'a pas été forcément le cas lors du premier déconfinement et de la réouverture de ces bars et restaurants en juin 2020. Ça aussi, ça a du sens, oui, de prendre les décisions région par région, comme on le voit depuis plusieurs mois avec ces couvre-feux, ces confinements qui ont été parfois décrétés à des échelles régionales. Oui, ça avait beaucoup de sens et je me suis félicité que de telles décisions soient prises. Il a fallu confiner l'ensemble du territoire parce que la situation devenait intenable, mais je crois qu'effectivement, si nous pouvons rester dans un esprit de territorialité qui tienne compte des spécificités locales, ce sera la bonne manière de procéder. Alors, concernant les protocoles de réouverture, des négociations sont en cours. Les syndicats voudraient une application des mêmes règles que lors de la dernière réouverture. On pense forcément à la distance d'1 mètre entre les tables, le nombre maximum d'occupants par table, le port du masque obligatoire tant que l'on n'est pas assis à table. C'est un protocole qui est applicable, qu'il faut renforcer selon vous ? Moi, je ne suis pas malheureusement expert dans ce domaine-là, mais je sais qu'on saura tenir compte de tout ce qu'on a pu apprendre depuis 1 an sur la propagation de ce virus pour essayer de donner le cadre qui s'impose pour préserver la santé des salariés et des clients, tout en évitant de contraindre trop la vie sociale, la vie économique. Il y a d'autres, en tout cas, protocoles qui ont été évoqués, l'utilisation de QR code à l'entrée des terrasses qui a été également évoquée pour tracer les cas contacts. On parle aussi de plus en plus de ce pass sanitaire qui est un nouvel outil qui doit intégrer l'application Tous Anti-Covid qui pourra contenir les résultats des tests PCR ainsi qu'une attestation de vaccination. Il faut les rendre nécessaires pour accéder aux terrasses, peut-être accéder plus tard aux salles des restaurants. C'est un outil dont on peut se doter aujourd'hui ? Oui, c'est un bon outil. François Bayrou l'a évoqué parmi les tout premiers. L'idée, c'est évidemment qu'on puisse avoir une bonne information sur la sérologie des personnes qui se déplacent, qui sont amenées à franchir une frontière ou qui pour accéder à certaines manifestations. D'ailleurs, il y a des expérimentations qui ont été menées dans des salles de spectacle pour que le moment venu, les choses puissent être généralisées. Il faut, en revanche, pour que le principe d'égalité ne soit jamais brisé, que on puisse offrir à chacun et à chacune la possibilité d'être vacciné, testé, dès lors qu'on déploie une solution comme ce pass sanitaire. Voilà pour cette réouverture, en tout cas cet espoir de réouverture avec peut-être une première date à la mi-mai, une réouverture qui se ferait ensuite étape par étape et on en attend bien sûr des annonces officielles et définitives du gouvernement. Merci Jean-Noël Barrot d'avoir été avec nous, député de la 2e circonscription des Yvelines. Dans l'actualité également, la plainte déposée par la RATP. Cette action fait suite à l'incendie d'un bus à Sartrouville, bus de la ligne 272. Les faits se sont déroulés dimanche soir vers 23h à l'arrêt Berry. 2 individus sont montés à bord et ont fait descendre le conducteur et les passagers avant de mettre le feu au véhicule. Il a été entièrement détruit par les flammes. L'abribus a été également endommagé. Aucun blessé n'est à déplorer. Le chauffeur pris en charge par son encadrement. Suite à cet incident, la ligne circule à nouveau, mais le secteur est contourné. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale des Yvelines.
Au chapitre politique, les 6 et 9 mai prochains, les habitants de Chevreuse sont appelés aux urnes, ni pour les départementales, ni pour les régionales, mais bien pour élire leur maire, car l'élection municipale de 2020 a été annulée. Les détails d'Éléonore Sinoquet. Le 15 mars 2020, les élections municipales se déroulaient un peu partout en France. À Chevreuse, un peu plus de 5000 habitants étaient appelés aux urnes pour choisir entre deux listes, celle de la maire sortante, Annéry Lepallec, ou bien celle de Sébastien Cataneo. Et le résultat fut surprenant, seulement une voix d'écart entre les deux candidats. Bien que l'abstention soit la grande gagnante de cette élection, c'est Annéry Lepallec qui a été réélue. Chevreuse 2020 est victime de ce scrutin, alors qu'il aurait dû être déclaré vainqueur au moins d'une vingtaine de voix. Candidat malheureux, Sébastien Cataneo lance alors un recours au tribunal administratif pour faire annuler l'élection. Le 7 juillet 2020, le tribunal juge qu'un des bulletins pour Sébastien Cataneo a été invalidé à tort. 1014 voix contre 1014 voix, égalité parfaite. L'élection est donc annulée. Mais le 6 août 2020, Annéry Lepallec fait appel de cette décision. Le 12 mars 2021, le Conseil d'État confirme le premier jugement. Une nouvelle élection doit être organisée. On savait que les tribunaux en matière d'élection, quand les résultats sont serrés, sont assez enclins à annuler. Donc on n'a pas été franchement surpris. Suite à ces jugements, le conseil municipal est dissous et une délégation spéciale gère alors les affaires courantes de la ville de Chevreuse. L'élection municipale partielle, elle, est prévue les 9 et 16 mai prochains. Une campagne électorale express en pleine crise sanitaire. On va faire la campagne qui s'impose, avec quelques papiers quand même en boîte aux lettres, parce qu'on ne peut pas se passer, il y a quand même des anciens à Chevreuse, un peu de visio, et puis on continue, nous on est sur le terrain tout le temps, donc de toute façon on continue, donc quelques nouveautés, mais je dirais que c'est une continuité. C'est hyper frustrant de se dire qu'on n'a pas les contacts qu'on peut avoir d'habitude. Alors ça va être quoi ? À l'ancienne, le boitage traditionnel, et puis le côté un petit peu plus geek, un petit peu plus moderne, les réseaux sociaux, les réunions à distance, où on ne touchera pas tout le monde, et c'est dommage. Des listes adaptées et des priorités revues pour les candidats à la mairie de Chevreuse. Crise sanitaire oblige. Une seule crainte pour les deux listes, que l'abstention soit de nouveau la grande gagnante de cette élection. Et on reste dans l'univers des campagnes électorales. Pour refermer ce journal, un habitant de Guyancourt a créé un jeu de société. Son nom, la course à la présidence. Le but est d'incarner un candidat à une élection et de la remporter par tous les moyens. Une cagnotte en ligne a été lancée il y a 2 semaines pour aider à financer le projet. Astrid Bergère et Célia Gatsongo. Participer à une campagne présidentielle et tenter de remporter une élection, c'est le but du nouveau jeu de société, la course à la présidence. Créé par un habitant de Guyancourt, l'idée lui est venue il y a 1 an. Je pense que le premier confinement, on l'a tous vécu différemment. Nous, on a fait pas mal de jeux de société, on a tourné avec les jeux qu'on avait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas essayer de créer un jeu moi-même. Donc je l'ai fait, je me suis lancé, on a fait quelques parties, on a bien aimé. Et voilà comment c'est venu. À partir de 12 ans, entre 2 et 6 personnes peuvent jouer. Le but, incarner un candidat et réussir par tous les moyens à remporter des électeurs. Au fur et à mesure des tours, on va devoir prendre la décision à chaque moment de notre campagne finalement, de prendre tel ou tel investissement pour développer sa stratégie de campagne. Donc ça va être soit via des promesses politiques, soit via des actions ou des cartes coup bas pour aller attaquer les adversaires. Le but n'est pas d'éduquer à la politique, mais simplement de jouer et avec beaucoup de second degré. Le jeu est disponible en précommande sur un site de financement participatif en attendant sa sortie en magasin. Si tout va bien, dès que je vais les recevoir à partir de septembre, si les délais sont respectés, je pourrai directement en envoyer dans certaines boutiques partenaires qui accepteront de les vendre. Donc déjà dans les boutiques aux alentours et après au fur et à mesure toutes les boutiques qui seront intéressées en France. La cagnotte en ligne lancée il y a 2 semaines a déjà atteint 80% de son objectif. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le 7-8 Culture présenté par Justine Brasier. Belle soirée avec TV78.